Grand honneur et grand plaisir de ce soir. Nadia Taïbi, qui enseigne pas très loin d'ici, c'est là. Juste derrière. Et qui a beaucoup de titres. Par exemple, elle est docteure en philosophie. Ouais. Ce n'est pas une blague. Elle a publié un livre sur Simone, sur lequel elle a fait de nombreuses recherches, et un autre ouvrage sur les prisons. Oui. Ce qu'enfermer veut dire. Voilà. Donc elle a quelques références quand même. C'est vrai. Et par ailleurs, elle travaille sur certains thèmes, dont ce soir, Madame Charlotte Thiroux d'Arconville. Absolument. Que nous allons tous découvrir, sauf si quelqu'un est déjà au courant. Mais là, on ne peut que découvrir quelque chose de nouveau. Oui. Donc, je vous laisse la parole, Madame. Madame merci beaucoup, Monsieur Grégoire. Merci pour cette présentation. Je suis très flattée d'être invitée ce soir parmi vous. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là. Alors, donc, effectivement, alors, il s'agit, comme l'a dit Monsieur Grégoire lors de sa brillante présentation, il s'agit effectivement aujourd'hui d'évoquer, alors j'ai dit évoquer à bon escient parce qu'en fait, je ne suis pas du tout spécialiste de Madame Thiroux d'Arconville, comme vous, voilà, Madame Thiroux d'Arconville, dont je sais qu'elle est née en 1720 et qu'elle est morte en 1804. Par contre, j'ai effectivement travaillé suffisamment sur ces ouvrages, qui sont guère publiés d'ailleurs, donc c'est assez compliqué, et pour pouvoir évoquer avec vous, non pas son œuvre, dont on dira qu'elle est difficile à évoquer en réalité, on verra pourquoi, mais sa situation en tant que femme du XVIIIe siècle, assez représentative en fait de ce que c'est qu'une intellectuelle à cette époque-là, puisque d'Arconville en fait écrit sous couvert d'anonymat. Voilà, donc moi ce qui m'a intéressé, si vous voulez, par rapport à la thématique qui nous occupe cette année, c'était la question de l'écriture anonyme. Alors avant d'arriver à d'Arconville, Madame Thiroux d'Arconville, pardon, eh bien, en fait, ce qui déjà m'intéresse, c'est la question du nom, puisque la question du nom, N-O-N-M, pardon, je n'ai non pas le nom, évidemment, moi. C'est-à-dire du patronyme, parce qu'en fait, c'est une question qui est extrêmement intéressante, justement concernant non seulement les femmes, mais par exemple concernant aussi les esclaves aux Antilles, c'est-à-dire que le nom, en tout cas pour les femmes, c'est toujours un petit sujet de conversation, puisque très longtemps, les femmes s'appellent soit en prenant le nom de leur père, bien sûr, soit en prenant le nom de leur mari. Et en réalité, ce qui signifie qu'en fait, être une femme, être nommée dans la société, ce fut très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, être nommée par le nom d'un homme, qu'il soit donc le père ou le mari. En l'occurrence, donc, la question de l'anonymat, là, c'est pas du tout la question que je vais soulever de manière précise, mais la question de l'anonymat telle que d'Arconville le pose pour écrire, en fait, c'est-à-dire pour être lu, eh bien, c'est une question, en fait, qui, sous des airs extrêmement précis, questionne de manière très générale la condition des femmes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça m'a intéressée. Voilà. Ceci étant dit, quand même, je vais vous dire qui était cette dame, c'est important. Donc, qui est Madame d'Arconville ? C'est le premier point sur lequel nous allons nous arrêter ce soir. Donc là, vous avez une photo qui ne la met pas bien à l'honneur. Hein, j'en suis désolée pour elle, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images d'Arconville. Alors, il y en a où elle est un petit peu plus, comment dire, un peu mieux fagotée, et, voilà, un peu plus jolie. Hein. Je fais des commentaires sur son apparence, voilà. Alors que justement, je vais traiter du féminisme. Mais il n'y en a pas beaucoup, des représentations. Donc c'est comme vous pouvez, voilà, j'ai déjà entendu que des gens notaient sa longévité, effectivement. Hein. Elle est morte à 85 ans, ce qui est quand même, pour l'époque, assez rare, effectivement. Donc Madame d'Arconville a eu une enfance très, très dure. Sa mère est morte quand elle avait 5 ans. Elle a eu une éducation extrêmement stricte. Elle a été privée d'à peu près toute forme d'affection. Comme toutes les femmes de son époque, elle a eu une éducation extrêmement primaire. On lui a appris à lire vaguement à ses 8 ans. Et puis, en fait, voilà, c'est vraiment
la jeunesse classique des femmes de son niveau, enfin de sa classe, et en tant que femme, que fait-elle? Eh bien, elle apprend la cuisine, elle apprend à broder, et puis elle va au couvent. Et en réalité, donc très jeune, elle demande à son père de la marier, à 14 ans et demi. Elle lui dit « marie-moi », parce qu'elle sent que finalement, le mariage pourrait être une forme de libération. En somme, elle passe de son père à son mari, mais elle a le sentiment qu'ainsi, elle va pouvoir s'émanciper, ce qui n'est pas complètement faux. Et puis surtout, alors, elle est assez étonnante dans ses réflexions, puisque tout en étant, on va le voir, extrêmement rigoriste, moraliste, etc., elle admet cependant, elle se marie avec un homme de 20 ans, son aîné, et elle admet dans son journal que finalement une femme acquiert au moins plus de liberté par la mort de son mari. Donc, petit calcul, c'est dit qu'avec un peu de chance, elle sera vite libérée. En attendant, donc elle se marie avec donc le marquis d'Arconville, d'où son nom, Thiroux d'Arconville, qui est une personne extrêmement bien née. Elle a 3 fils, et puis à 20 ans, elle attrape la variole. Alors, d'un certain point de vue, c'est une calamité. Hein. Donc la variole, ça laisse des marques extrêmement dures sur le visage, ce qui fait que pour tout ce qui est mondanité, etc., c'est fini pour elle, en fait. Elle ne peut plus sortir, elle est extrêmement marquée. Mais en fait, c'est pour elle une chance, puisque tout ça lui pèse très lourdement. Et donc ça va la mettre en rupture par rapport à la vie publique. Et ça va lui permettre de se consacrer à ses études. Puisque en fait, très jeune, Thiroux d'Arconville, montre une très grande curiosité. Une curiosité notamment pour les sciences, qui est extrêmement rare à son époque, enfin pas si rare que ça en fait, pour les sciences et notamment pour la chimie. Et puis une très grande curiosité littéraire. Elle apprend quasiment toute seule à parler très très bien l'anglais. On va voir que du coup, pour l'essentiel, elle va faire beaucoup de traductions aussi. La plupart de ses œuvres en fait sont d'abord des œuvres traduites de l'anglais. Voilà, mais elle va plus au théâtre, elle va plus à l'opéra, ce qui est quand même pour une femme de son rang, ce qui est censé être une calamité. Elle vit à l'époque révolutionnaire, comme vous avez pu le constater, et elle fait partie de la noblesse, ce qui fait qu'elle va perdre son fils, et son beau-frère, qui vont mourir à cette époque-là, et elle-même est détenue pendant un petit moment, pendant la période révolutionnaire, donc 89, juste à la moment de la Révolution, jusqu'en début 90. Voilà, alors là j'ai fait vraiment un petit point sur sa vie extrêmement rapide, mais c'est une vie en fait, pour l'essentiel en fait, consacrée à l'étude, et c'est une vie en fait qui est à la fois une vie assez singulière, puisque d'Arconville est une femme singulière, mais en même temps vraiment qui est assez symbolique, assez représentative de ce que c'est que la vie d'une femme de son temps et de son rang. Alors pourquoi parler d'elle en fait? Parce que franchement, là pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais il y en a un, je vous rassure. D'abord parce que d'Arconville se présente elle-même comme une savante anonyme. C'est-à-dire qu'elle revendique l'anonymat, non pas comme une calamité, un peu comme tout à l'heure je disais qu'elle avait la variole, ou un peu comme tout à l'heure je disais que son mari était mort. Tout ça lui semble, en fait, l'anonymat lui semble le moyen, l'unique moyen, même au départ, de pouvoir transmettre des choses, paradoxalement, écrire, peut-être même être publié, sans pour autant que son travail ne soit rendu public, en fait. C'est-à-dire qu'elle a intériorisé, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'anonymat lui était une garantie, finalement, pour elle, de pouvoir s'exprimer. Et en fait, c'est à la fois extrêmement intéressant parce que c'est spécifique, mais en même temps, c'est tout à fait remarquable du fait que ça touche une époque et ça touche un nombre d'intellectuels assez suffisant pour que ce soit dit ce soir. D'intellectuels, avec 2 L et un E, d'accord? Alors, justement, d'où la petite citation que j'ai mise à côté. « Une femme parfaite est celle dont on n'entend jamais parler. »
Alors ça, c'est pas d'Arconville qui dit ça, hein, c'est Madame d'Épinay. Madame d'Épinay que peut-être vous connaissez un peu mieux. Et là, je suis censée... Merde. Ah, c'est bon. Alors, Madame d'Épinay, elle est davantage connue que Madame d'Arconville. En fait, c'est le salon de Madame d'Épinay. Donc, c'était une femme savante, comme dirait Molière, qui tenait salon et qui était, par ailleurs, alors qui est connue aussi pour ses relations intimes avec Rousseau, n'est-ce pas ? Donc, évidemment, je ne suis pas du tout bien placée pour pouvoir faire le commentaire. Donc, on vous dit tout, hein. Elle arrive à Paris vers 1749, après avoir obtenu la séparation de biens pour cause adultère de son mari. Elle fréquente ainsi librement les salons littéraires et reçoit des écrivains illustres. C'est grâce à son amant Louis Dupin de Franqueuil, futur grand-père de George Sand, qu'elle rencontre Jean-Jacques Rousseau, qui devient alors son ami. De riches échanges lui relient sur l'éducation des enfants, l'allaitement maternel ou le lien parent-enfant. C'est pour lui qu'elle fait construire l'Ermitage dans la vallée de Montmorency. Cependant, elle devient l'intime du baron Grimm, violemment opposé à Rousseau. Grimm oblige le philosophe à quitter la demeure en 1757. La brouille se révélera définitive. En 1770, Louise d'Épinay ouvre un salon à Paris où se réunissent nombre de grands esprits, Diderot, d'Alembert, Marivaux, Marmontel, Montesquieu et bien d'autres. Lorsque Rousseau écrit ses confessions, Madame d'Épinay craint le règlement de compte et rassemble des mémoires et correspondances dans un ouvrage pseudo-biographique appelé Les Contre-Confessions et publié à titre posthume en 1818. Voilà. Donc Madame d'Épinay, autant vous dire qu'on en entend parler davantage que Madame d'Arconville. Et Madame d'Épinay, contrairement à Madame d'Arconville, aime beaucoup fréquenter les hommes illustres, faire salon, etc. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que si vous regardez bien le petit point que j'ai trouvé très facilement, eh bien en fait, si vous regardez, il n'est question que d'hommes. Comment est-ce que Madame d'Épinay s'en tire ? Elle s'en tire d'abord par l'adultère de son mari, ensuite par son amant, Louis Dupin de Franqueuil, par le futur grand-père de George Sand, on vous le dit quand même, par Jean-Jacques Rousseau, bien entendu, puis par le baron Grimm. Autrement dit, autant d'hommes pour faire une femme. Et de surcroît, c'est comme ça qu'on nous la transmet aussi. C'est-à-dire, Madame d'Épinay, on n'en parle que par tous ces hommes qui, d'une manière ou d'une autre, ont gravité autour d'elle. Et cependant, quand elle dit donc une femme parfaite et celle dont on n'a jamais entendu parler, c'est assez à la fois ironique, puisque Madame d'Épinay reçoit, tient salon, etc. Et donc, ça prête à réfléchir sur, effectivement, que peuvent les femmes à ce moment-là, en sachant que les femmes ont un statut qui fait que non de vie publique que celle que les hommes leur accordent. Et donc, en effet, quand elle dit une femme parfaite est celle dont on n'a jamais entendu, dont on n'a jamais entendu, c'est ça, hein, la phrase, ah ben, elle est partie, la phrase, parler, c'est ça, dont longtemps j'avais parlé. En fait, c'est aussi une manière de dire que pour être une femme parfaite, il faut être capable, de manière très subtile, de faire parler, en quelque sorte, sans que jamais, eh bien, il ne soit directement question de soi. Donc, quoi de mieux que l'anonymat dans ce cas-là ? Donc, l'anonymat, c'est pas simplement quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de purement et simplement passif, c'est aussi une manière de résister. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Alors, pour pouvoir illustrer ce propos de manière un peu plus vive, une illustration vive, c'est ça, je vous propose d'écouter un extrait d'un film que vous connaissez sans doute pour la plupart. Hein, c'est l'extrait des liaisons dangereuses de Laclos, donc j'arrive jamais à dire le nom. Laclos, qui est aussi un homme du XVIIIe siècle et qui, par ailleurs, pour le coup, est assez féministe. Alors, et là, normalement... En fait, dans l'extrait que je vais vous montrer, puisque merci. Le son. Ici, il n'y a pas le son. Donc, il s'agit d'un échange entre donc, la marquise de Merteuil. Donc, tout le monde connaît le roman, à peu près. Hein. Donc, il s'agit d'un échange entre la marquise de Merteuil et Valmont, qui, en gros, le contexte, ce sont des intrigues amoureuses, où finalement, la marquise de Merteuil se joue de Valmont et en fait, utilise Valmont
pour humilier d'autres femmes. Si on le dit de manière simple, tout le monde connaît? Ok. Et là, en fait, dans ce moment, c'est très intéressant puisque, voilà, je vous mets, vous allez voir pourquoi c'est très intéressant. You can ruin our reputation and our life with a few well-chosen words. So of course I had to invent not only myself, but ways of escape no one has ever thought of before. And I've succeeded because I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Ah mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes. Mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est le mérite qui soit véritablement à vous? Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Ce que Merteuil montre ici très clairement, selon moi, c'est que si une femme veut se comporter de la même façon qu'un homme comme Valmont, elle doit aller plus loin. Elle doit aller plus loin à tous les niveaux. Elle doit être plus intelligente. Elle doit faire plus d'efforts. Elle doit avoir plus de ruses. De ce point de vue, l'égalité est donc une façade. C'est une façade parce qu'elle n'est qu'apparente. En réalité, Merteuil doit fournir des efforts démesurés alors que pour Valmont, tout est permis. Son féminisme est quand même très différent du féminisme moderne. C'est-à-dire que le féminisme moderne veut briser la domination masculine au nom des femmes. Comme la marquise de Merteuil se contrefiche des autres femmes, elle veut plutôt devenir comme un homme, c'est-à-dire qu'elle veut perpétuer un système de domination. Ce qui est vraiment passionnant pour nous aujourd'hui, dans nos polémiques actuelles et dans les difficultés qui sont les nôtres de tenir une parole sur ces questions, c'est qu'on voit que la lucidité de la femme ne va pas de pair avec une lucidité sociale. Elle dénonce parfaitement l'injustice, mais elle poursuit l'injustice sociale. Et c'est ça la force, je crois, d'un grand texte. C'est de ne pas donner une morale de l'histoire simple. Donc, il s'agit... Alors ça reprend un petit peu les conversations. Alors, ce que dit Madame de Merteuil de manière assez virulente, parce qu'en plus, bon, il s'avère qu'en réalité, Valmont, c'est aussi son amant, ou son pseudo-amant, ou celui qu'elle aime. Enfin, on ne sait pas trop, en fait. Mais en tout cas, elle a aussi cette affaire assez singulière avec celui auquel elle s'adresse. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce qu'elle lui dit, c'est parce qu'en fait, il l'interroge sur pourquoi est-ce qu'elle intrigue, enfin, pourquoi est-ce qu'elle est elle-même, en fait. Et elle lui explique, dès le début, qu'elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire que finalement, en tant que femme, exister et vouloir exister comme lui, donc ne pas renoncer à avoir une vie publique, etc., ça implique, de son point de vue, la ruse, l'intrigue. Ça implique, en fait, d'être beaucoup plus résistante, beaucoup plus maligne, beaucoup plus, de faire beaucoup plus d'efforts, comme elle le dit, que si elle avait été un homme. Et alors, en l'occurrence, si on déplace le propos de la marquise de Merteuil sur l'intellectuel qui est d'Arconville, l'anonymat, on peut aussi le prendre comme une ruse. Une ruse qui nous fait penser évidemment à la fameuse ruse d'Ulysse. Que dit Ulysse au Cyclope? Il lui dit « Je suis personne ». Personne, c'est-à-dire personne. Je suis anonyme. L'anonymat, c'est aussi finalement le fait de ne pas pouvoir être saisi. Et c'est pour les femmes de cette époque une manière extrêmement intelligente aussi de pouvoir exister. Une manière paradoxale, mais intelligente et fine, de pouvoir exister. Et donc, en ce sens, lorsque Madame Lépinay nous dit qu'une femme parfaite est celle dont on ne doit jamais entendre parler, dont on n'entend jamais parler, j'arriverai jamais à le dire, eh bien, elle ne dit pas simplement « taisez-vous ». Elle dit autre chose, elle dit « parlez », mais faites en sorte qu'on n'entende jamais parler de vous. Ce qui est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, justement. Alors, quelle stratégie utilise Madame d'Arconville? En fait, finalement, sa stratégie,
parce que c'est une intellectuelle, parce que ce qui l'intéresse, c'est donc la science, les sciences et les lettres, et double. Premièrement, être anonyme pour Madame d'Arconville, ce sera d'abord être une scientifique, dans la mesure où la science, le savoir, appartient à tous. Donc c'est l'affirmation qui est très forte sur le plan philosophique et qui est pour le coup féminine, c'est que finalement, pas besoin de s'appeler Rousseau, Diderot, d'Alembert, qu'importe, ce qui compte, c'est ce qu'on va découvrir. Donc, par exemple, Madame d'Arconville découvre la putréfaction, parce que c'est une chimiste. La science, donc, et puis la traduction. Et ça, c'est très intéressant. Elle se dit que pour écrire, pour commencer discrètement, elle va d'abord traduire. Parce que la traduction, eh ben, ça va lui permettre de faire quelques petits pas de côté. Tout en disant ce que les autres soi-disant disent, en les traduisant, on va pouvoir laisser apparaître qui elle est. Donc ce sont ces deux traductions, ces deux points-là, ces deux activités, qui seront des activités extrêmement régulières chez elle, puisqu'elle va travailler énormément, qui vont lui permettre finalement de s'exprimer tout en étant jamais celle dont on parle. Alors par ailleurs, d'Arconville est à la fois, comme je disais depuis le début, à la fois elle-même et en même temps le symbole de toute son époque, puisque comme j'ai dit aussi, Molière parle des femmes savantes, beaucoup de femmes s'intéressent aux sciences et à la littérature au XVIIIe siècle, et parmi celles qui tiennent salon, il n'y a pas que des femmes savantes au sens où Molière pourrait en rire. Il y a aussi des femmes qui savent réellement, qui sont réellement connaisseuses, savantes ou scientifiques. Et d'ailleurs, entre nous, franchement, la vie mondaine dans un salon, c'est pas plus débile que les parties de chasse. Je dis ça parce que quand même. Donc, Madame d'Arconville, elle étudie la médecine, l'anatomie, c'est ça qui l'intéresse d'abord. Je vous l'ai dit, elle découvre la putréfaction. Elle fait plein d'expériences, elle a un petit laboratoire, etc. Et son objectif, elle est assez optimiste en fait, et elle se dit voilà, moi mes découvertes, eh bien, c'est vraiment, il faut que ce soit utile aux autres, quoi. Donc c'est vraiment la scientifique dans toute sa splendeur. Elle dit voilà, le but de la chimie est de rendre toutes les substances qui composent l'univers utiles aux hommes. Donc voilà, on est dans un rapport, on est vraiment en plein dans l'optimisme scientifique du XVIIIe siècle. Donc voilà, je vous l'ai dit, elle a une passion pour la chimie, voilà. Et puis parallèlement à ça, elle fait de la traduction. Alors ça, c'est intéressant parce que avec d'Arconville, on peut interroger vraiment ce que c'est que traduire, au sens, peut-être même l'idée de traduction infidèle, pour ainsi dire. Peut-être même que toute traduction se doit d'être infidèle pour être intéressante. Autrement dit, à quoi bon traduire si c'est simplement redire ce qui a été déjà dit dans une autre langue? Alors vous allez me dire, c'est déjà intéressant, puisqu'en l'occurrence, on transmet. Mais ce que fait d'Arconville, c'est que lorsqu'elle traduit notamment un anglais qui s'appelle Halifax, avec un H, et qui est en fait une sorte de moraliste, et qui, à la mode un peu de Rousseau d'ailleurs, à la mode des traités de l'éducation de l'époque, écrit en anglais un ouvrage à l'adresse de sa fille, le marquis d'Halifax, et où en fait il donne des bons conseils d'éducation. Donc elle le traduit en français, et elle se dit que la traduction, ça va être un moyen pour elle d'acquérir une certaine forme d'autorité, puisque du coup elle traduit bien, et en même temps d'éviter la critique, parce que c'est quand même l'idée aussi, l'anonymat c'est ça aussi, ça protège, enfin je traduis, donc c'est pas moi qui parle, je dis des petites choses quand même que je pense en même temps, et en même temps, comme ça, encore une ruse, personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Donc ça, voilà, non c'est bon, excusez-moi. Ah, si. J'avais une petite citation. Alors, alors voilà, donc qu'est-ce qu'elle nous dit en fait à propos de, elle se justifie en fait de préférer traduire qu'écrire elle-même, parce qu'elle revient toujours sur cette défiance qu'elle a par rapport à l'affichage public d'un travail féminin à l'époque. Elle dit à propos des femmes, affichent-elles la science sous le bel esprit? Si leurs ouvrages sont mauvais, on les siffle. S'ils sont bons, on leur ôte. Il ne leur reste plus que le ridicule de s'en être dit les auteurs. Voilà. Donc ce qui est ridicule, c'est pas tellement de commettre des erreurs, c'est pas tellement éventuellement
d'écrire des choses fausses même. Hein. Ce qui est ridicule, c'est se dire l'auteur d'un ouvrage quand on est une femme, parce que en fait les risques encourus à se dire autrice, on dirait, ou auteur, voilà, auteur, eh bien, sont tellement importants que finalement ils nuisent même au travail. Alors, j'en suis où ? Oui. Alors, il ne s'agit pas, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, à travers cette histoire de traduction infidèle, oui, c'est ça, c'est pas, en fait, il ne s'agit pas de décrire pour elle, comment dire, il s'agit, en fait, il s'agit pas simplement d'une position, comment dire, anthropologique ou psychologique. Il s'agit peut-être aussi, et c'est peut-être là où c'est intéressant, d'un acte réellement philosophe et une position par rapport à ce que c'est que la vérité, et qui passe par la condition des femmes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant à travers la lecture qu'on peut faire de d'Harconville, et surtout des commentaires qu'elle fait sur ce qu'elle fait, eh bien, c'est que de dire, voilà, j'écris de manière anonyme, je tente de découvrir la vérité, je tente, y compris quand, voilà, mais je le fais, et je ne peux pas dire que c'est moi qui le fais. Et donc, c'est une certaine... Se débarrasser de l'auteur, c'est aussi dire aussi, voilà, ce qui compte, c'est pas tellement qui dit, c'est ce qui est dit. Et donc, c'est aussi... c'est quand même l'idée aussi que la vérité, si elle est objective et universelle, finalement, tout le monde doit pouvoir la dire. Et que se préoccuper de qui le dit, c'est des considérations, vous me suivez, qui sont en fait finalement très orgueilleuses et peut-être masculines. Donc de manière, dans ce champ-là, donc de manière assez subtile, sans les prendre de front, elle renvoie aussi les hommes de son époque à leur vanité. C'est-à-dire en disant, moi, je ne suis pas l'autrice, moi, j'écris de manière anonyme, moi, je ne fais que transmettre les propos d'Halifax, tout en disant quand même qu'elle le fait, elle s'arrange quand même pour qu'on le sache, sinon je ne serais pas là pour vous en parler ce soir. Eh bien, elle dit aussi, qu'importe, et ça, elle le dit sérieusement, puisque c'est sérieusement aussi une scientifique, et c'est sérieusement aussi une philosophe. Donc, elle ouvre la voie, finalement, à d'autres femmes ensuite, qui vont devoir, comme elle, pour s'inscrire dans l'histoire de la science et de la philosophie, œuvrer de sorte à n'être jamais embêtées, et elles le seront beaucoup, par le caractère plus ou moins public de leurs publications et de leurs pensées. Et en jonglant ainsi, en faisant preuve sans cesse de ruse, elle montre aussi ce que c'est que la pensée. Suis-je entendue ? Car ça, c'est un point important. Un autre point que je voulais aussi quand même montrer chez d'Harconville, parce que ce serait pas juste de ne pas le dire, c'est que d'Harconville, c'est aussi une femme très une moraliste. À l'époque, on disait une moraliste, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est quand même l'éducation, les principes moraux. Elle a écrit de nombreux... En fait, elle a écrit 3 ouvrages qui sont, en plus des traductions de d'Halifax qui portent sur la question, qui sont consacrés à la morale. Sur l'amitié, sur les passions, sur l'ambition, etc. Et donc, elle réfléchit, en fait, en même temps qu'elle réfléchit à la science, etc., à travers ses pensées morales, elle revient aussi beaucoup à la condition féminine, mais sans du tout pratiquer un féminisme, d'ailleurs on pourra en parler après, c'est pas du tout le féminisme moderne ou contemporain, bien entendu. C'est le féminisme de son époque, elle se bat avec les moyens qu'elle a. Et donc elle revient sur les grands... Enfin, elle écrit dans ses traités de nombreux portraits de grands hommes, il n'y a pas beaucoup de grandes femmes en fait, et à chaque fois elle essaye de pointer ce qui peut servir d'exemple aux générations futures, et elle dit qu'il faut se défier principalement, pour une femme ou pour un homme, de l'ambition et de l'amour. Ce sont les deux alors là c'est très classique, hein, les deux sources de toutes les souffrances humaines. Mais c'est pareil, en fait ce qui l'intéresse toujours c'est ce qui reste. Alors c'est paradoxal, parce que quand elle parle des grands hommes,
Elle va faire par exemple un travail sur le roi Henri VIII, le roi d'Angleterre Henri VIII. Elle le fait un petit peu à la manière dont, bien avant elle, Machiavel, qui n'a rien à voir avec les femmes en l'occurrence, le fait, c'est-à-dire elle cherche un grand homme, et elle dit en quoi est-ce qu'il peut être un exemple. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que là, elle va pointer du coup de manière extrêmement précise l'existence d'un homme. Donc là, on sort de mon affaire d'anonymat. Mais en fait, on en sort de manière extrêmement paradoxale, parce que finalement, elle trace des caractères. Et là encore, dans son travail de moraliste, même s'il s'agit d'hommes, ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qui reste, en fait. Et donc, ce qui pourrait être à Paul, Jacques, Henri ou... pas Isabelle, par contre, parce qu'il n'y a pas trop de peinture de grandes femmes. Cependant, on peut dire de D'Arconville qu'elle essaye quand même d'écrire une histoire, que finalement, elle met en place une forme de méthode. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les gender theories, c'est-à-dire celles qui s'intéressent justement, les théories qui s'intéressent au genre, si je traduis, en fait, elle ne s'intéresse pas simplement au genre pour dire genre masculin ou genre féminin, mais elle s'intéresse aussi à la question de savoir s'il existe ou pas une manière de penser masculine ou une manière de penser féminine. Si on n'y réfléchit pas, on peut trouver cette question complètement absurde. Non, puisqu'on a tous un esprit et en fait, qu'il n'est pas masculin ou féminin. Que nenni, dis-je. Oui, mais ce serait se dire qu'en fait, que les filles sont dans les roses et les garçons dans les choux. Or, c'est pas la question. On est évidemment issu d'une culture, d'une société, etc. Et elle initie en fait, elle initie à son corps défendant une manière de penser qui est très commune, qui va ouvrir un genre justement, qui est très commune aujourd'hui au champ féministe, à savoir se préoccuper d'abord, être assez, ce que les Anglais appellent empiriste, c'est-à-dire on part de l'expérience, être très concentré sur les petites choses, être concentré sur les détails, et puis partir en fait d'histoires particulières à partir desquelles on va essayer de construire des théories. Donc en se disant que, alors elle au départ c'est peut-être par défaut, en se disant que le général, le public ne lui appartient pas, mais en même temps elle ouvre ainsi une voie qui est assez intéressante. Ça va, vous me suivez ? Voilà, donc si je reprends ce que je voulais dire, quelles sont les leçons finalement d'Arconville et pourquoi est-ce que je vous en ai parlé ce soir ? Alors déjà parce que son histoire d'anonymat, en fait elle est anonyme, d'Arconville, pour n'être pas plusieurs choses. Elle est anonyme pour n'être pas. Autrement dit, elle est parfaitement anonyme. D'abord, pour ne pas être une femme précieuse et savante. Elle veut échapper à Molière. Elle veut échapper à Épinay. Elle veut échapper à ces femmes qui tenaient salon. Parce qu'en fait, paradoxalement, je ne suis pas sûre qu'elle aimait beaucoup les femmes, ou la compagnie des femmes en tout cas. Pour ne pas être non plus une femme qui s'ennuie. Vous savez, comme Madame Bovary. La femme languissante, ou alors on pourrait dire de manière encore plus... parce que Madame Bovary, quand même, elle est attachante, c'est quand même quelqu'un que moi j'aime bien. Mais par contre, on peut dire du mal de la Belle au bois dormant, quand même, qui attend comme ça d'être réveillée par un amant, et on ne sait même pas lequel ce sera d'ailleurs. Mais bon, bref. Non mais voilà, donc la femme qui s'ennuie, qui est là, qui coud, voilà, il y a plein de références possibles. Donc pas la femme savante, pas la femme qui s'ennuie, et pour ne pas être non plus la femme révolutionnaire. Parce que voilà, on peut en discuter. À l'époque de Madame d'Arconville, il y a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est quand même autre chose comme figure féminine. Et féministe. Voilà. Donc, mais on la connaît pour son engagement politique, donc directement public. Donc elle n'est ni précieuse, ni cette femme qui s'ennuie, ni cette femme révolutionnaire, mais en même temps, elle échappe à plein de clichés, ce faisant. Parce qu'elle est aussi un peu de chacune. Quelque part, quand même, elle est un peu savante. Quelque part aussi, elle s'est beaucoup ennuyée. Par contre, si elle est révolutionnaire, c'est sans doute pas au sens de la Révolution française, puisqu'elle est royaliste, disons les choses.
Mais en fait, son ennui mortel, son mortel ennui, son ennui de petite fille à qui on n'avait pas appris à écrire ni à lire, son ennui pour elle, c'est un levier de résistance. C'est-à-dire qu'elle va trouver le truc pour cultiver cet ennui. Et surtout, elle ne veut pas qu'on la dérange, en fait. Donc c'est l'ennui qui permet l'étude, qui est propice à la curiosité intellectuelle. En tant que révolutionnaire, eh ben, ça va être une très grande critique dans tous ses écrits moralistes de la vanité des hommes. Et quand elle parle de vanité des hommes, en fait, elle parle des hommes avec un petit H, évidemment. Mais elle en parle sans en parler. Vous voyez ? Elle en parle sans prendre de risque. Donc, pour continuer à en parler. Et elle amorce quand même, et là c'est révolutionnaire, une réflexion sur la nécessité de faire de l'histoire autrement. Ce qui fait que je l'ai trouvée intéressante, en fait. Et notamment, la lecture d'Arconville m'a ramené à une ancienne lecture, mais une ancienne lecture au sens de ma vie à moi, qui est tellement intéressante. Enfin, une ancienne, il n'y a pas 50 ans non plus, hein, mais une ancienne lecture que j'avais faite d'un livre écrit par une philosophe et une scientifique, Vinciane Després, Isabelle Stringers, en 2011. Donc ancienne, je dis ça parce qu'il y a des gens ici qui étaient tout petits en 2011, donc il y a 12 ans, bientôt, et qui s'appelle donc « Les faiseuses d'histoire et que font les femmes à la pensée ». Alors c'est un livre que je vous conseille parce qu'il est absolument... d'abord, il est très très facile à lire, déjà, même quand on ne fait pas de la philosophie. Il est très très accessible. Et donc, Vinciane Després et Isabelle Stengers convoquent différentes intellectuelles de notre époque, femmes, à qui elles demandent, alors vous avez des scientifiques éminentes, vous avez des chercheuses, vous avez des philosophes, Barbara Cassin, Françoise Balibar, etc., qui chacune expliquent comment elles pensent et est-ce que leurs pensées, de leur point de vue, ont quelque chose à voir avec le fait d'être une femme. Alors c'est rigolo parce que certaines disent « Oh bah non, alors là vous me posez la question, mais franchement je ne me suis jamais posé la question ». Puis d'autres, au contraire, montrent à quel point le fait d'être une femme est important. Bon voilà, donc j'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir et surtout j'ai lu la fin, l'épilogue avec une joie que je voudrais partager avec vous, parce que ça s'arrête sur ce que c'est qu'une vraie faiseuse d'histoire. Les faiseuses d'histoire, vous savez, les filles qui... Ben voilà, quoi, tu fais des histoires, quoi. Et donc voilà, c'est l'épilogue du livre. Moi, j'y suis arrivée du premier coup. Alors, je vais juste... Vous voyez le texte ? Bon, je suis désolée, je me déplace. Alors, ici, on pourrait ricaner, et vous croyez qu'en faisant des histoires, vous allez pouvoir résister, contrecarrer ce qui dévaste nos mondes ? Nous ne croirons en rien. Nous savons simplement qu'il vaut mieux en faire que se soumettre courageusement, dignement, à ce qui se présente comme inéluctable. Et nous voudrions conclure ici en adressant une pensée à celles qui, parce qu'elles su faire des histoires, se débattre, crier et pleurer, sauva des vies. Georgette Thomas, condamnée avec son mari pour l'assassinat de sa mère impotente, qu'elle pensait ensorcelée et qui fut jetée dans l'âtre, avait cru échapper ainsi au mauvais sort qui s'acharnait sur eux. Elle dut être portée vers la guillotine par un net bourreau, manquant donc totalement de ce courage digne qui, paraît-il, fait la grandeur des hommes qui montent à l'échafaud, mais qui rend aussi l'office du bourreau tolérable. À la suite de cette exécution, le 24 janvier 1887, Louis Desblair, exécuteur en chef, demanda, dit-on, au président de la République que les femmes, ces gâches métiers, soient désormais systématiquement graciées. Ce qui fut le cas jusqu'à Vichy. Les femmes sans tête, en 1947, Lucienne Fournet, qui avait jeté son mari par-dessus un pont dans la Marne, le soir de leur noces, dut être traînée de sa cellule vers l'échafaud. Elle urinait de peur et criait « Je n'ai rien fait !» Elle fut l'avant-dernière. Les femmes, décidément, étaient indignes du châtiment suprême, incapables de payer leurs dettes à la société. Puissent ces exemples nous donner la force de ne pas nous soumettre avec dignité. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, en fait, Georgette Thomas, je ne pouvais pas présenter Georgette Thomas parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'elle a tué sa mère. Mais c'est en hommage à Georgette Thomas que je voulais parler de Madame d'Arconville. Alors pourquoi ? Parce que là, c'est quand même un truc de dingue, vous avez compris.
Georgette Thomas, elle fait une histoire. Une histoire. Elle ne veut pas, elle fait une crise en fait, elle est indigne, elle se comporte comme une mauvaise femme, et du coup, elle sauve la tête de toutes les suivantes, puisque c'est tellement horrible pour le bourreau en chef, qu'il demande à ce que désormais toutes les femmes soient graciées. Et ce fut fait, en faisant des histoires, vous voyez. Alors peut-être que si elle avait écrit un discours digne, etc., eh bien, nous l'aurions lu avec joie, mais sans doute que d'autres têtes fussent tombées. Bref, vous conjuguerez ce verbe autant que vous voudrez. Est-ce que vous voyez l'idée? Alors, en fait, je vais bientôt m'arrêter, je voulais m'arrêter là-dessus, mais je voulais quand même revenir à ce qui me semble très important, c'est le problème que pose en fait Darconville dans son œuvre, et que pose encore beaucoup la question des femmes dans notre société et dans d'autres. En fait, c'est toujours la difficulté d'être assigné à quelque chose, d'être des êtres à qui on refuse l'universel, en fait. Et je trouve que cette question, elle est singulièrement bien posée par un auteur américain que j'admire beaucoup, mais qui est très connu, qui s'appelle James Baldwin, qui, en fait, alors lui, James Baldwin, c'est un homme noir américain, homosexuel, qui écrit dans les années, entre les années 30 et début des années 60. Et James Baldwin, en fait, ne pose pas la question des femmes, on pourrait la poser, il pose la question du fait d'être noir. Et il dit, c'est un piège. Parce que, donc, il montre comment le racisme, comme le sexisme, en fait, font qu'on se trouve toujours piégé. Parce qu'il explique très bien que, soit je disparais en tant qu'homme si j'admets que je suis noir, soit je disparais en tant que noir si je dis que je suis un homme. Et donc, il faut, James Baldwin, à travers moi, ou moi à travers lui, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, il faut rendre hommage à cette difficulté, et donc à tout ce que ça va demander comme imagination, comme souplesse, comme ruse, par exemple, pour être une femme, mais être un homme aussi. Pour être une femme sans être simplement une femme. Et pour pouvoir s'exprimer sans pour autant qu'on oublie que vous en êtes une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il le pose de manière... c'est un romancier en même temps, hein, donc c'est très très beau quand il le dit, c'est pas comme moi. Donc finalement, le choix de l'anonymat, je m'arrêterai là-dessus, c'est un choix. C'est pas c'est à la fois imposé, d'accord? Les femmes n'ont pas la possibilité d'écrire de manière... de manière à ce que ça soit lu avec autant d'intérêt que s'ils étaient des hommes, mais en même temps, ça va donner la possibilité de s'exprimer de manière extrêmement intéressante, parce que ça va impliquer justement d'utiliser la ruse. Et donc paradoxalement, comme je disais à un moment donné, ça nous ramène à la grande tradition, à notre grande tradition, parce que ça nous ramène à Ulysse finalement. Donc c'est beau, c'est magnifique. Voilà, je tenais à le dire. Voilà.